Bonjour et bienvenue à Abidjan, bienvenue pour une interview exclusive de Laurent Gbagbo, l'ex-président de Côte d'Ivoire et le président d'un nouveau parti, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Merci. Monsieur le Président, c'est la première fois que vous donnez une interview depuis votre retour en Côte d'Ivoire, et j'allais dire votre retour désormais en politique. Ça fait presque 40 ans, vous aviez fondé le Front populaire ivoirien. Est-ce que la création de ce nouveau parti, c'est un petit peu une déchirure ou pour vous, c'était nécessaire pour tourner la page? C'est toujours une déchirure quand on est obligé de recommencer quelque chose. Mais il fallait. Il fallait parce que, à mon retour, je ne reconnaissais plus le parti que nous avions créé depuis longtemps, depuis 1982. Et il fallait reprendre les mêmes idées, la même force, la même dynamique pour l'injecter dans un nouveau parti. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, est-ce que le nouveau parti, c'est le FPI, mais avec un nom différent, ou est-ce que ça va au-delà? Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que, évidemment, 40 ans ont passé, les idéologies ont changé. Les temps ont changé. On ne peut pas être en 2021 ce qu'on était en 1982. Les temps ont changé, les circonstances aussi. En 1982, il y avait le parti unique. Donc c'était la lutte principale, c'était de briser le parti unique. Aujourd'hui, la lutte principale, c'est autre chose. Mais c'est la même fougue, c'est la même orientation, ce sont même pour beaucoup les mêmes hommes, et nous avançons. Alors, j'ai écouté votre discours, je l'ai trouvé très panafricaniste. Alors, c'est vrai que le nom du parti l'évoque. On vous a entendu dans le passé, certains ont dit que vous aviez un discours nationaliste, choses comme ça. Est-ce que ça aussi, c'est une volonté parce que vous pensez que l'Afrique doit s'unir et qu'il ne peut pas y avoir que des chefs de village, comme vous les avez appelés, qui gèrent leur micro-État? Oui, c'est vrai que l'Afrique doit s'unir. Mais je donne toujours l'exemple des États-Unis. Au moment où les États-Unis se libéraient du joug colonial, ce qu'on appelait la guerre de libération, ils étaient 13 au départ, 13 États. Mais ensemble, 13 États aujourd'hui, ça fait la CEDEAO pratiquement. Mais ils ont continué à s'agrandir. Ils sont aujourd'hui plus de 50 États dans un seul pays. Et ils sont puissants. Regardez tous les pays qui sont puissants dans le monde. Ce ne sont pas des micro-États comme nous les avons en Afrique. Donc il arrive un moment, comme Nkrumah avait été le précurseur en écrivant «L'Afrique doit s'unir», et c'est maintenant que j'ai observé qu'il avait fait ses études aux États-Unis et qu'il avait étudié l'histoire américaine. Donc il est temps que les Africains commencent à s'unir véritablement au lieu de juxtaposer les micro-États. Vous imaginez en héritier de Kwame Nkrumah? Donc, je ne suis pas un héritier de Kwame Nkrumah, mais Kwame Nkrumah a mis ses idées sur la place publique. Les adopte qui veut. Et moi, je les adopte, ces idées-là.
Mais est-ce que vous allez quand même vous occuper des problèmes des Ivoiriens, que ce soit la santé, l'éducation, les infrastructures, ou est-ce que vous avez cette vision panafricaniste parce que vous êtes un parti d'obédience socialiste et donc c'est quand même votre priorité? Mais bien sûr, en politique, on ne fait pas une seule chose. On fait plusieurs choses. Sur les problèmes de santé, d'éducation, j'ai eu à m'exprimer, j'ai eu à gouverner, j'ai commencé une politique. Au niveau de la santé, il est impérieux de mettre sur pied l'assurance maladie universelle. Nous avons voté la loi Owoshi-Clotilde existe. Et dès que nous l'avons votée, quelques semaines plus tard, la guerre a commencé en Côte d'Ivoire. C'est tout dire. Nous avons l'éducation nationale. Nous avons prôné l'enseignement gratuit et nous avons commencé à le faire. Nous avons fait faire les livres que nous distribuions aux élèves de l'école primaire, qui les gardaient et qui les rendaient à la fin de l'année scolaire. Nous avons fait tout ça. Et vous allez Donc, continuer à le faire. ah oui, bien sûr. Si nous étions aux affaires, nous allions continuer à le faire. Donc, là-dessus, les Ivoiriens nous connaissent. Ils savent. Vous n'avez pas changé. Non, mais on ne change pas ce qui est bien. Au Congrès, il y avait une absence qui a été remarquée, Oui. celle de Simone Gbagbo. Oui. Est-ce que ça signifie clairement qu'il y a désormais un divorce politique ou est-ce que vous espérez qu'elle pourrait rejoindre votre mouvement? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Moi, je vais. J'avance. Je vais devant. Un parti, c'est ainsi fait. Appartient au parti celui qui y adhère. Si elle y adhère. Vous l'espérez peut-être quand même? Oui, mais on espère que tout le monde adhérera. On espère toujours, quand on crée un parti, que tout le monde adhérera. On sait très bien que tout le monde n'adhérera pas, puisque ce serait un parti unique. Mais celui qui adhère est membre. Alors, on a parlé d'une absence, il y avait une présence qui a été remarquée, c'est celle d'Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, le parti au pouvoir. Il est venu, il a parlé, il a même été applaudi un petit peu par la salle. Pour vous, c'est clairement un message de la part du président Ouattara, un message peut-être de réconciliation d'une certaine façon. Comment est-ce que vous avez interprété? C'est d'abord un message de notre part. C'est vous qui l'avez invité. Parce que c'est nous qui les avons invités. Voilà. Donc, on les a invités. On a invité tous les partis. Hein. On les a invités. On a invité le PDCI. On a invité tous les autres partis. Bon. Et nous sommes heureux qu'ils aient répondu à l'invitation. Qu'ils aient répondu positivement à l'invitation. Et il a fait un discours qui était correct, que j'ai trouvé bon. Et je l'ai même félicité à la fin de son discours. Bon, aujourd'hui, comme je n'ai cessé de le dire depuis mon retour, il faut discuter, il faut se réconcilier pour que l'État fonctionne normalement. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit tous d'accord. Mais il faut mettre en place les mécanismes pour que nos lois que nous nous sommes données fonctionnent et soient appliquées. Et j'espère que l'heure venue au Congrès signifie cela. Alors, Alassane Ouattara, vous l'avez vu le 27 juillet, c'était votre première rencontre officielle depuis pratiquement 10 ans. Je crois comprendre que vous échangez
relativement régulièrement. Est-ce qu'une prochaine rencontre est prévue? Parce qu'il y a évidemment plusieurs dossiers sur la table. Oui, oui, j'espère qu'une rencontre prochaine aura lieu, surtout pour fixer les caps nouveaux. Pour fixer les caps nouveaux. C'est-à-dire, la réconciliation, ce n'est pas un slogan. La réconciliation, ce n'est pas un slogan. Ça pourrait prendre la forme de quoi? D'une sorte de dialogue national? Bon, c'est vrai qu'on l'entend souvent, mais... Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout dépend de ce que le chef de l'État va nous proposer comme schéma. Mais je pense qu'il faut solder tous les comptes et puis se mettre en chemin. Alors, parmi les comptes à solder, il y a le dossier des prisonniers. Oui. Vous lui avez soumis une liste, je pense, de 110 noms. Oui. Une bonne partie ont été libérés, mais pas tous, civils tous. et militaires. Et il y a le retour des exilés. Est-ce que vous espérez qu'il va répondre à vos doléances à ce sujet? Oh ben j'espère. J'espère. Quand on pose des problèmes sur la table, on espère qu'on aura des réponses. Donc, je souhaite que ces dossiers-là soient réglés et que Au plus vite. Au plus vite. Et que les prisonniers soient libérés et que ceux qui sont encore à l'extérieur reviennent, etc. J'ai entendu dire que lors de cet entretien du 27 juillet, vous avez abordé avec le président le cas de Guillaume Soro, Oui. que vous avez plaidé pour qu'il puisse revenir, mais que le président vous a opposé un refus catégorique. Vous confirmez? Non, vous avez mal entendu. J'étais pas là, mais Oui, mais vous avez entendu. Celui qui vous a parlé a mal parlé. Alors racontez-nous, Monsieur le Président. Non, je n'ai rien à raconter. Je sais qu'on a discuté de beaucoup de cas, dont celui de Guillaume Soro, et il n'y a pas de non ou de oui. C'est même le président Ouattara qui a abordé le problème de Guillaume Soro. Donc, vous souhaitez son retour? Oh, mais bien sûr, je souhaite que la Constitution soit appliquée. Dans notre Constitution, on dit que nul Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Je crois que c'est ça que dit la Constitution. Je souhaite qu'elle soit appliquée. Parce que si nous avons écrit ça dans la Constitution, si les constituants l'ont écrit, ça correspond à beaucoup de choses dans la tête des Ivoiriens. Voilà. Alors, il y a un autre sujet, vous l'avez abordé dans votre discours de clôture au Congrès, c'est votre condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Vous avez dit que vous récusez cette condamnation. C'est peut-être pas aussi simple, parce qu'elle est là. Est-ce que vous attendez, de la part d'Alassane Ouattara, une amnistie sur cette affaire? Moi, je n'attends rien. je n'attends rien. Mais c'est quand même une épée de Damoclès pour vous. Oui, mais moi, je n'ai aucune épée de Damoclès parce que je n'espère rien. Je n'ai jamais braqué une banque. Jamais. Je n'ai jamais braqué aucune banque. Ici, la BCAO a été braquée, mais on connaît les braqueurs. La BCAO a été braquée. La BCAO Mans, la BCAO Boaké, la BCAO Korogo ont été braqués. Par les rebelles, donc. Ah oui, par les rebelles. On le sait. Et puis, c'est Gbagbo qu'on condamne à 20 ans. Moi, je ris. Je ris et je dis que c'est une mauvaise plaisanterie. Une plaisanterie de mauvais goût. Mais vous voulez qu'elle cesse? Vous dites? Vous voulez que cette mauvaise plaisanterie cesse? Oui, mais moi, je ne demande rien. Je dis que c'est une mauvaise plaisanterie, point. Bon, maintenant, si elle ne cesse pas, bon, je suis habitué aux prisons.
Et je suis habitué aux privations de liberté, je suis habitué à tout ça, mais on ne va pas me faire admettre ce qui est inadmissible. C'est ça. Il y a un autre sujet sur lequel vous êtes exprimé, enfin on a tous compris, Oui. c'est ce projet dont on parle de mettre une limite d'âge pour être candidat à la présidence à 75 ans. Ça a déjà existé dans la Constitution de 2000. Cette limite avait été levée lors de la dernière réforme constitutionnelle. Et il se dit qu'on pourrait la rétablir, ce qui ferait que Alassane Ouattara, Henri Konan Bédier et vous-même ne seriez pas en mesure de vous présenter, si vous le souhaitez, à une prochaine élection présidentielle. Vous êtes contre? Cher ami, sur ce point-là, il faut que je sois très clair. Houphouët-Boigny est mort en 1993, décembre 1993. Et quand il y a eu le coup d'État de décembre 1999 contre Konan Bédier, la Constitution a été suspendue, tous les tralala des coups d'État. Et les constituants, là encore, ont rédigé une constitution, mais avec une erreur que nous avons tous commise. On a mis l'âge limite pour se présenter comme candidat à 75 ans. Et nous avons tous applaudi. Moi aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai applaudi. Mais on s'est trompé. On s'est trompé parce que Houphouët-Boigny avait régné sur la Côte d'Ivoire depuis 1945. Il a été élu député à l'Assemblée française, à l'Assemblée nationale française en 1945. Et il était le numéro 1. Il est resté le numéro 1 jusqu'en 1993. Donc les gens étaient un peu fatigués. Mais l'erreur a été commise sur l'interprétation de cette fatigue. On a cru que c'était l'âge du fouet qui posait le problème. Alors que ce n'était pas l'âge. C'est la durée de son règne qui posait problème. Et quand on a réfléchi après, on s'est rendu compte que des pays comme les États-Unis, maintenant la France, parce qu'au début, la France, il n'y avait pas de limitation de mandat, on s'est rendu compte qu'il faut limiter les mandats dans un régime présidentiel et présidentialiste comme celui que nous avons, et non pas l'âge. Donc vous êtes contre? Donc je suis contre. Le président Ouattara semble y être favorable. Ça, c'est moi que vous interrogez maintenant. Oui. Voilà. Donc, je suis contre. Et Parce que vous considérez que c'est une façon de vous éliminer. non, je trouve que c'est ringard. Je trouve que c'est ringard. Dans un pays civilisé où on est bien élevé, on ne limite pas, on ne limite pas les candidats par leur âge, à cause de leur âge. Joe Biden est plus vieux que moi. Hein? Joe Biden est plus vieux que moi. Puis il y a des pays où des vieux, et Joe Biden est plus vieux que son prédécesseur. Et c'est le plus vieux qui a été élu, pas le plus jeune. Et ici même, interroger les gens, qui est le chouchou des jeunes? Faites un sondage et vous verrez. C'est qui? Non, j'ai dit faites un sondage et vous verrez.
Vous avez dit dans votre discours deux choses. Vous allez dire, je ferai de la politique jusqu'à ma mort. Bien sûr. C'est moi et moi seul qui vais décider sous quelle forme. Et après, à la fin de votre discours, vous avez dit cette phrase qui a intrigué beaucoup de militants, il faut le dire, à qui j'ai parlé. Mon ambition aujourd'hui, c'est de partir. On a l'impression que vous dites une chose et son contraire. C'est qu'on comprend mal. Alors expliquez-nous. Ah oui, parce que faire la politique, ce n'est pas être président du PPA. Vous comprenez? Je fais la politique en étant à la tête du parti, mais je peux faire la politique sans être à la tête du parti. C'est ça que je veux exprimer. Mon ambition. Moi, je n'ai jamais été militant de base. Depuis 1982, j'ai toujours été le leader, c'est-à-dire ou bien le secrétaire général